Bonjour, alors dans ce chapitre 2, nous allons parler de dynamique. Alors dans le chapitre précédent, nous avons parlé de cinématique. Cinéma, c'est le mouvement, autrement dit, c'est l'étude des trajectoires, l'étude de la vitesse, de la position et de l'accélération d'un mobile. Cette fois, nous allons parler de dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause ce mouvement. Autrement dit, nous allons étudier le lien entre le mouvement et les actions mécaniques qui sont les causes de ce mouvement. Alors nous allons voir trois lois importantes qui ont été proposées par Newton. La loi d'inertie, qui est la loi numéro un, la relation entre la force et l'accélération qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique, ou seconde loi de Newton. La loi numéro 3, qui est la loi d'interaction, qui se nomme également loi d'action et de réaction. Grâce à ces trois lois, on peut complètement décrire le mouvement d'un objet si l'on connaît les forces qui s'exercent sur cet objet. Vous avez une photo ici d'une fusée. Alors, quel lien y a-t-il entre cette fusée et la pieuvre? Bien, c'est la troisième loi de Newton que nous étudierons par la suite. Alors, tout d'abord, grand 1, les actions mécaniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique? Bien, c'est une cause qui est capable de soit mettre un objet en mouvement, soit modifier son mouvement, c'est-à-dire en fait changer sa vitesse, ou changer sa direction, ou changer son sens. Vous avez ici par exemple Mario qui frappe la balle et qui va modifier la trajectoire de la balle. Donc il va modifier la vitesse de la balle, mais également son sens. Une action mécanique peut également, troisièmement, déformer un objet. C'est le cas aussi de Mario qui va déformer la forme de la balle. Nous avons deux types d'actions mécaniques, les actions de contact et les actions à distance. Alors par exemple, le marteau exerce une action de contact sur le clou, car il est directement en contact. Par contre, l'action de la gravité sur Homer est une action à distance, car elle ne nécessite aucun contact. Le vent exerce une action de contact sur le parachute d'Homer. Parlons maintenant de la notion de force. Définition d'une force. Une action mécanique localisée peut être modélisée par une grandeur physique que l'on appelle force. Une force est caractérisée par quatre caractéristiques. Tout d'abord, le point d'application de la force. Prenez l'exemple du marteau qui appuie sur le clou. Le point d'application est le point de contact entre le marteau et le clou, autrement dit le point A. Une force est également caractérisée par sa direction, c'est-à-dire la droite d'action de la force. Exemple sur le marteau, la direction, c'est la droite AB. La force est également caractérisée par son sens. Pour l'exemple, il s'agit du sens de A vers B. Et enfin, la force est caractérisée par sa valeur, plus ou moins forte, qu'on appelle également l'intensité de la force, qui s'exprime dans une unité qui est le newton, symbole N. Une force a donc toutes les caractéristiques d'un vecteur, puisque je vous rappelle, un vecteur est également caractérisé par une direction, un sens et une longueur. La seule petite différence, c'est qu'un vecteur n'a pas de point d'application. Un vecteur peut se balader n'importe où, dans le plan ou dans l'espace. Une force, quant à elle, possède un point d'application, c'est le point de contact sur lequel la force va agir. On représente donc une force par un vecteur force et on mettra une flèche sur F pour parler du vecteur force. Alors si je reprends l'exemple du marteau, décrivez les caractéristiques de la force, grand F, exercée par le marteau sur le clou. Le point d'application, on a dit qu'il s'agissait de A. La direction, bien, il s'agit
de la droite AB, le sens vient de A vers B, et l'intensité, bien, il faudrait pouvoir la mesurer avec un instrument. Alors quel instrument on va utiliser? L'intensité d'une force est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Regardez la figure 5, vous avez ici un dynamomètre. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ressort qui peut s'étirer et qui est gradué. Alors, une petite remarque importante, c'est que si on calcule l'intensité d'une force, on ne met pas la flèche sur F. Donc, il ne faut pas confondre le vecteur force, que l'on représentera par ici par exemple F1 avec une flèche, et la valeur que prend la force, c'est-à-dire son intensité, mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Ici, F1 est égal à 1 newton. Et vous remarquez, je ne mets pas de flèche sur F1. Également, ne confondez pas direction et sens. Une direction, c'est en fait une droite, qui a une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale. Tandis que le sens, eh bien, pour une direction donnée, vous avez deux sens de parcours, dans un sens ou dans l'autre. Ici, vous aviez par exemple soit de A vers B, soit de B vers A. Prenons notre exemple. Décrivez les caractéristiques de la force de traction F avec une flèche exercée par le fil sur la voiture. Alors, le point d'application de la force, il s'agit du point de contact entre le fil et la voiture, autrement dit le point A. La direction, c'est la direction de la droite AB, qui est inclinée d'un certain angle que l'on pourrait mesurer ici à l'aide du rapporteur. Le sens, c'est le sens de A vers B. Et l'intensité, alors vous prenez une règle, je vous ai donné une échelle. Je dis que 1 cm représentait 10 newtons. Donc vous mesurez à la règle la longueur de la flèche, F, et vous convertissez en newtons. Parlons maintenant du poids d'un objet, qui est une force importante en mécanique. Le poids d'un objet, c'est la force qui est dirigée vers le centre de la Terre et qui s'exerce sur cet objet du fait de son interaction gravitationnelle avec la Terre. Il s'agit d'une force qui est répartie dans tout le volume qu'il occupe. Cependant, on modélise le poids que subit un objet par un vecteur dont le point d'application est le centre d'inertie, également appelé le centre de gravité de l'objet. Vous avez ici un exemple, figure 6. Vous avez un cylindre de masse 1 kg. Je vous demande de décrire les caractéristiques du poids de l'objet qui est représenté sur cette figure. Alors, le point d'application de cette force, je l'ai dit, c'est le centre de gravité G de l'objet. La direction, c'est la droite verticale qui passe par le centre de la Terre. Le sens, c'est le sens vers le bas, puisque la Terre attire vers le bas. Et l'intensité, j'ai besoin d'un dynamomètre pour mesurer cette intensité, et je mesure ici environ 9,8 newtons. Donc l'intensité du poids, vous notez que je ne mets pas de flèche au-dessus de P, P est égal à 9,8 newtons. Alors j'ai parlé de masse et j'ai parlé de poids. Quelle est la différence entre la masse d'un corps et son poids? La masse d'un corps, l'unité le kilogramme, est une grandeur qui correspond à la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre d'atomes ou de molécules, qui est contenu dans ce corps. Elle est donc caractéristique de ce corps. Elle ne dépend pas du lieu où se trouve le corps. Ainsi, la masse d'un corps est la même sur la Terre ou sur la Lune. Si je prends un stylo qui contient 1 milliard d'atomes, si je mets ce stylo sur la Terre, il contiendra 1 milliard d'atomes. Si je le mets sur la Lune, il contiendra aussi 1 milliard d'atomes. Donc la quantité de matière est la même. Donc la masse est la même.
En revanche, l'intensité du poids d'un corps dépend, lui, à la fois de l'objet lui-même et de l'autre corps qui l'attire, en l'occurrence la Terre. L'expérience montre que le poids P d'un solide est proportionnel à sa masse, m, et à un coefficient que l'on nommera petit g, qui s'appellera l'intensité de la pesanteur, et qui dépend de l'autre corps qui l'attire, ici la Terre. Donc le poids P d'un objet dépendra de sa masse, exprimée en kilos, et de ce coefficient g qui dépend de la Terre, qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Alors comme P s'exprime en newton, puisqu'il s'agit d'une force, G s'exprime forcément en newton par kilogramme. Alors remarquez que l'intensité de la pesanteur n'est pas la même suivant l'endroit où on se trouve sur la Terre. Par exemple, au Mont Blanc, elle est de 9,79 newton par kilogramme, alors que au pôle Nord, elle est de 9,83 newton par kilogramme. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette variation d'intensité de la pesanteur? Bien, si vous regardez la Terre, on a enlevé l'atmosphère ici, vous remarquez que la Terre n'est pas parfaitement homogène. Si je me situe par exemple au niveau de l'équateur, bien la distance qui me sépare du centre de la Terre, si je me situe ici, n'est pas la même que si je me situe au pôle Nord. Donc, si je me situe à l'équateur, je suis beaucoup plus éloigné du centre de la Terre que si j'étais à l'équateur, que si j'étais au pôle Nord, pardon. On comprend que l'intensité de la pesanteur au niveau de l'équateur, 9,78, est plus petite que celle située au pôle Nord, lorsque je suis au pôle Nord, 9,83, puisqu'au pôle Nord, je suis plus proche du centre de la Terre. Alors cela a des répercussions au niveau de la NASA et au niveau du lancement des fusées. Donc la question suivante, dans quel de ces lieux, donc ci-dessus, Tintin doit-il installer sa fusée pour un décollage optimal? Bien, l'équateur semble le plus approprié. Pourquoi? Car le coefficient G y est le plus faible. Donc si G est le plus faible, le poids de la fusée sera aussi le plus faible. Donc la force d'attraction sera la plus faible. Il sera donc plus facile de décoller à l'équateur que si je me situe au pôle Nord. C'est la raison pour laquelle nous avons installé en France les bases de lancement, la base de lancement à Kourou, en Guyane, qui est très proche de l'équateur, puisqu'elle se situe uniquement à 5 degrés de latitude.